Responsabilité, voilà un mot qui, depuis le 14 août dernier, alimente les conversations et les débats dans les ménages et surtout sur les réseaux sociaux. Les débats n'en finissent pas, chacun y va de sa compréhension du sens de la responsabilité évoquée par le président de la République dans son traditionnel message du 14 août. Si le mot semble facile à comprendre, le contexte de son utilisation ne l'est pas pour autant. Et pour en parler ce soir, nous recevons notre chroniqueur avec qui nous allons décrypter quelques réactions des Congolais et essayer de comprendre le sens du message véhiculé par le chef de l'État. Bonsoir Fortune Ngolali. Bonsoir Gabriel. Et bienvenue dans le... Merci. Le discours du président de la République a suscité autant de polémiques, mais aussi des points de divergence. Pourquoi ? Bon, c'est normal, hein, c'est logique, puisque nous sommes dans un État démocratique où nous avons une classe politique vouée à l'opposition et une autre vouée à la majorité présidentielle. Et donc là, les points de vue ne peuvent être que divergents. Pourquoi ? Parce que ceux de la majorité se confortent quand nous les suivons dans ce que dit le président, s'identifient dans ce message, mais ceux de l'opposition, par contre, par rapport aux réactions que nous avons pu lire et recueillir, c'est que c'est un non-événement. Mais la polémique, pourquoi ? Il faut savoir que l'indépendance d'un État, traditionnellement, est définie par sa souveraineté politique, sa souveraineté économique et militaire. Cependant, la question de l'indépendance d'un État ne se limite pas seulement à ses dimensions formelles. Elle implique également la capacité de l'État à garantir le bien-être de sa population, ce qui inclut donc l'accès à une alimentation suffisante, à des soins de santé adéquats, à l'éducation et à d'autres services sociaux essentiels. Et donc, quand on regarde cette deuxième dimension ou encore cette deuxième définition de l'indépendance, il est donc normal que les Congolais s'interrogent sur l'intérêt même de ce discours ou le contenu de ce discours au 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Est-ce qu'il était opportun, est-ce qu'il était nécessaire que le chef de l'État, pendant que nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance, de revenir, sinon de parler du sens de responsabilité des uns et des autres. Parce qu'il faut préciser que quand il parle du sens de responsabilité, il ne parle pas qu'aux jeunes, il ne parle pas qu'aux aînés, donc à la société tout entière. Mais est-ce qu'il était opportun d'en parler ? Et donc, quand on regarde les conditions socio-économiques du pays actuel, il est donc normal qu'il y ait toute cette polémique que nous avons constatée parce que les jeunes de la majorité pensent que le président n'a pas tenu un discours qui répond aujourd'hui, on va dire, aux attentes des populations à cette année 2024 par rapport au 64e anniversaire. Est-ce que par là, franchement, on peut dire que les Congolais se retrouvent dans ce discours du président de la République ? Tout dépend, vous avez parlé de divergence. Quand vous interrogez tous ceux qui sont au PCT, ils vous diront qu'ils se retrouvent dans ce discours, qu'ils s'identifient dans ce discours. Quand vous interrogez ceux qui sont à l'opposition, ils vous diront que c'est un non-événement. Mais quand vous êtes dans la masse, voilà, donc le Congolais lambda, il y a aussi ce regret de dire mais on ne comprend rien. Pas parce qu'il n'y a pas les intellectuels, non, mais parce que le discours semble être un peu éloigné des préoccupations actuelles. Pourquoi je parle des préoccupations actuelles ? Nous sommes dans un contexte où le gouvernement se bat pour payer les retraités. Nous sommes dans le contexte où le gouvernement se bat pour régulariser le fonctionnement de l'université Marengwabi, qui est l'une des principales universités. Nous sommes dans le contexte où le gouvernement se bat pour faire fonctionner le CHU au maximum et même l'équiper avec le matériel de pointe. Nous sommes dans une condition ou dans un contexte où vous avez les détournements à gauche et à droite. Nous sommes dans un contexte où il y a les flambées des prix au niveau du pays, donc l'inflation. Nous sommes dans un contexte où, depuis une semaine à peu près, malheureusement, malgré l'opération coup de poing, on constate que les bébés noirs, finalement, ont repris le terrain.
Et donc la question qu'on se pose, dans quelles conditions on célèbre le 64e anniversaire du Congo? Depuis 64 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que devrions-nous vivre les mêmes choses? Et quand on regarde ça, le Congolais lambda que nous rencontrons au quotidien, puisque nous le sommes nous-mêmes aussi, donc donc ces Congolais ont raison à un moment donné de ne pas s'identifier dans ces discours, parce que appeler à la responsabilité, c'est un fait, oui, c'est un fait, mais être responsable, c'est un autre aussi. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Finalement, Fortuna Ngolali, qu'est-ce qui manque dans le discours ou qu'est-ce que le chef de l'État devrait dire qu'il n'a pas dit? Voilà, quand on parle des discours, les discours respectent plusieurs critères. Souvent, quand on a un chef d'État, dans les moments aussi solennels ou constitutionnels, les discours répondent à quelques critères qui rendent les discours engageants, inspirants et même efficaces. Donc, il y a pêle-mêle les critères de cohérence historique et culturelle. Vous vous êtes rendu compte que le président de la République a rappelé un peu et a parlé des pères d'indépendance du pays. Il a refait plus ou moins un peu d'où nous venons dans son discours. Il le fait tout le temps, surtout quand on a célébré les 60 ans d'anniversaire d'indépendance. C'est là où il avait repeint l'histoire d'une manière ou d'une autre. Vous avez également les références des symboles quand il met l'accent sur le civisme, ce que chacun de nous devait être vis-à-vis de l'État. Vous avez aussi la tonalité et l'émotion. Nous avons un chef d'État qui a une voix pédagogique, une voix convaincante, une voix qui porte. Il y a aussi les reconnaissances des défis. Dans les reconnaissances des défis actuels, vous avez donc tout ce qui est positif, donc les défis, ce qui est positif, c'est que le gouvernement a fait. Et il y a aussi, dans ce discours, vous avez constaté que le président reconnaît quand même les difficultés actuelles. Comment est-ce que le gouvernement est en train de tout faire pour mettre en place les réformes, mais dans des conditions assez difficiles, prendre des décisions parfois assez risquées, assez compliquées. Mais ce qui manque, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que dans ce discours, il manque un peu des perspectives. Quand je parle des perspectives, ça veut dire que le président de la République nous dit qu'il doit avoir un transfert entre les générations, les aînés et les jeunes. Il doit avoir un sens de responsabilité. Il ne nous est pas dit dans ce discours comment est-ce que cela devait être matérialisé. Il ne nous est pas dit de quel transfert parle-t-on. Est-ce qu'il s'agit de transferts politiques, de transferts, on va dire, social, est-ce que de notre tradition, de nos us et coutumes, est-ce que c'est de la modernité dont on parle, est-ce que de ce que nous sommes? Et donc là, c'est ce qui manque. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut s'interroger sur le contenu du transfert. Pourquoi le contenu du transfert? C'est très bien, c'est naturel. C'est naturel dans tous les États. Et depuis que le président de la République est là, on constate que lui, il est l'homme qui est en train de favoriser, sinon de promouvoir ce transfert intergénérationnel. Parce qu'autour de lui, vous avez de moins en moins ceux de sa génération, mais vous avez plus des jeunes qui ne sont pas de sa génération. Et donc, il y a déjà ce transfert générationnel dans sa manière de faire. Mais la question qui se pose, les aînés qui sont ici, quel est le contenu du transfert? Parce que quand on regarde de fond en comble, notre société, malheureusement, a mis de côté, et le chef de l'État lui-même l'a plusieurs fois décrié, avec beaucoup de gêne d'ailleurs, quand il constate à Madingu, je me rappelle il y a quelques années, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il a déploré le vandalisme des jeunes qui ont volé les panneaux, les panneaux solaires, qui ont volé les lampadaires, qui ont volé les câbles. Il se référait à sa génération qui était plus ou moins une génération consciente, une génération assez responsable. Et quand il parle même du tribalisme, je voudrais vous proposer cette vidéo pour qu'on en parle réellement. Je vous laisse suivre la vidéo, puis je vous dis exactement ce qu'il faut. On regarde. C'est cet esprit que les cadres doivent avoir. Et s'ils sont nommés quelque part, bon, ils ne vont pas quand même mettre
seulement les éléments de leur tribu et directeur de cabinet, comité, c'est pas qui, attaché, ceci, cela. Si les cadres se comportent comme cela, c'est à leur honte. C'est à leur honte. Ça ne devrait pas être ainsi. Et de toute façon, le cabinet du président en donne l'exemple. Vous allez là-bas, vous prenez les cadres au cabinet du président, c'est de Pointe-Noire jusqu'à l'extrême nord du pays. Ils sont tous là. Parce qu'ils sont des cadres au service de leur pays et le président s'efforce de choisir en fonction de leur mérite. Voilà. Quand nous suivons cette vidéo, on se rend compte que le président de la République s'attaque au tribalisme. Il est contre le tribalisme. Il le reproche, sinon il appelle ses collaborateurs ou ceux qui occupent les responsabilités au niveau de l'État de ne pas pratiquer le tribalisme. Malheureusement. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, le tribalisme est prohibé. Donc la loi au Congo a interdit le tribalisme. Le président a une personnalité. C'est un père protecteur, nous le connaissons. On le regarde à travers tout ce qui se fait. C'est un père qui suit de très près l'évolution de ses enfants. On regarde ce qui se passe. C'est un homme d'État qui est aussi, on va dire, qui a de la longanimité, comme on le dit, c'est-à-dire qui a toujours pardonné ses ennemis malgré les combats politiques. Vous avez aussi un homme élégant, un homme charismatique, et qui convainc par sa personnalité. Et un homme, on va dire, humble, parce que vous allez voir autour de sa génération, il a dit une fois dans une interview qu'il n'a jamais construit l'une des rares de ses logements, sinon les rares de ces maisons qu'il a, ou de ces appartements qu'il a au niveau du Congo, il ne les a jamais construits en une nuit ou en 2 mois. Il a toujours dit que je construis mes maisons, les rares maisons qu'il a, brique après brique, étape après étape. Mais quand nous regardons la jeunesse actuelle, sinon cette jeunesse qui l'entoure ou qui arrive après lui, nous avons vu et nous le voyons, des jeunes aujourd'hui qui construisent les logements R4, R5, R6, R+, en une journée, pardon, j'exagère, mais c'est une image, en 6 mois, en 7 mois. C'est pour dire qu'il reflète une image de charisme, une image de simplicité, une image d'humilité, une image d'homme de passion, une image d'un homme déterminé. Un homme qui obtient, qui veut à tout prix obtenir ce qu'il veut. Mais malheureusement, en tant que chef d'État, l'État est au-dessus de sa personnalité. Il va être un bon père, il va être un bon époux, il va être un bon ami, un bon frère, un bon père. Mais à un moment, ce cœur qu'il a, cette sympathie qu'il partage, cette compassion qu'il a, à un moment donné, en tant qu'homme d'État, en tant que chef de l'État, il va arriver qu'il mette ça de côté parce que la loi lui dira, écoutez, Monsieur le Président, oui, vous êtes un homme bon, mais ici, vous avez quand même un collaborateur qui a commis, mais la loi demande qu'on le sanctionne. Et comme personne n'est au-dessus de la loi, c'est là où on pense que le Président de la République devrait taper. C'est pour cela que vous avez constaté ces polémiques. Donc, il devait frapper de fond en comble, pas lui qui frappe, mais il devait faire appliquer la loi à tous les niveaux. Je pense que nous en parlerons. Merci bien Fortuna Ngolali. Nous avons suivi Sergi Kémi, député d'Oyo 2 et chef d'entreprise, demande aux jeunes, suite à ce discours, d'arrêter avec la culture fonctionnariale pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle lecture faites-vous de sa compréhension du discours du président de la République? Je vous le disais tout à l'heure que vous aurez des hommes politiques qui appartiennent donc à la famille de la majorité présidentielle, comme Sergi Kémi, qui est député de Yo 2, je pense que si j'ai les bonnes informations, il est aussi conseiller dans le cabinet du Premier ministre depuis plusieurs années, pas seulement Anatole Kolimakoso, même depuis Clément Mwamba, paix à son âme, il est toujours là. Il est chef d'entreprise, certes, mais il est très mal placé pour lancer un tel appel aux jeunes quand on sait que depuis plusieurs années, il fait tout pour s'accrocher à la politique.
À un moment donné, il n'était plus donc député, il a tout fait pour revenir. Et en tant qu'homme d'affaires et en tant qu'intellectuel, puisqu'il est maître assistant, je pense qu'il devrait, à un moment donné, jouer son rôle de technicien et d'homme d'affaires que de refléter, comme nous le constatons, l'image d'un homme politique. Et donc, il serait difficile pour lui de convaincre les jeunes de dire « lancez-vous dans l'entrepreneuriat ». Mais les jeunes sont déjà dans l'entrepreneuriat. Les jeunes Congolais, ils sont nombreux qui sont dans l'entrepreneuriat, malheureusement qui n'ont pas de soutien. Je n'ai pas envie je ne pourrais pas citer tous ces jeunes sur ce plateau, nous n'avons pas assez de temps. Je vous prendrai le cas d'un jeune que j'ai rencontré, je n'ai plus son nom en tête, que j'ai rencontré il y a 7 ans dans la Likwala. J'accompagnais le président de la République au sommet FIPAC, un sommet qui était destiné aux peuples autochtones. Je me souviens bien qu'il y avait le président Idriss Déby, paix à son âme, et qui était présent à ce forum-là. Mais on rencontrait un jeune de la Likwala qui faisait du recyclage du plastique pour fabriquer du pavé. Il nous disait ce jour-là, il y a 7 ans, que ces pavés pouvaient durer 100 ans. Mais est-ce que le gouvernement avait pensé financer ce jeune, donner ses moyens à ce jeune depuis la Likwala pour mettre en place une grande société de transformation, sinon de recyclage du plastique? Non, il y a 7 ans, je vous parle de 7 ans. Vous avez un autre jeune aujourd'hui, Henri Djelé, qui est aujourd'hui sponsorisé par plusieurs sociétés. Vous avez Luc Mizidimbazi à travers Pratique, le salon Osiane, qui a donné les moyens à ce jeune. Vous avez, je n'ai pas envie de citer cette société, qui est dans le pétrole, qui a soutenu ce jeune également. Il a participé à ces concours. Mais l'État congolais jusqu'aujourd'hui regarde ce jeune sans pourtant penser que ce jeune contribue à la politique de protection, sinon de lutte contre le réchauffement climatique. Puisque ce jeune, il fait du recyclage du plastique pour produire du pavé. Nous avons besoin de pavé pour nos routes. Nous avons besoin de pavé pour nos rues, nos avenues, nos ruelles. Ces jeunes ne sont pas soutenus. Quand on parle d'accompagnement, il ne s'agit pas seulement d'un accompagnement financier. Il s'agit quand même de défiscaliser donc certaines charges de ces jeunes. Vous avez aujourd'hui Francis Condi, si je ne défends pas son nom. Mais ils sont nombreux ces jeunes. Voilà, on ne peut pas les citer. Qui s'est plaint de la pression, on va dire, douanière, qui s'est plaint de la pression fiscale au Congo, puisqu'il est en France, il exporte, sinon il importe au niveau du Congo, il exporte au niveau du Congo, mais la pression douanière ne lui permet pas finalement de faire développer son business. Donc, aujourd'hui, Serge Ikemi ne peut pas dire ça aux jeunes Congolais qui bossent. C'est un péché à son niveau. Eh bien, Parfait Iloki, le porte-parole du Parti congolais du travail, affirme que son parti est prêt, donc responsable dans le transfert générationnel, depuis avant même le discours du chef de l'État. Qu'en dites-vous? Le PCT, de ce côté, il faut le reconnaître, est depuis plusieurs années d'ailleurs dans le transfert générationnel. Vous allez rendre que les rares députés jeunes qui sont au PCT, sinon la majorité des députés jeunes qui sont au PCT et qui sont au Parlement parlant à l'Assemblée nationale sont du PCT. Ça veut dire que le PCT, depuis quelques années, on peut prendre l'exemple de juste Bernardin Gavé qui a géré d'abord la tête du FMC, qui a été très bien moulé, qui est passé donc à la tête du CCJ et puis député. Vous constaterez que le PCT est quand même depuis quelques années dans ce transfert générationnel. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quel est le contenu? C'est là où pêche le PCT, parce que la plupart des cadres qui ont été indexés, qui ont été traqués par la justice et qui sont dans les détournements des fonds, dans les crimes économiques, la plupart d'entre eux sont du PCT. Ça veut dire que le PCT peut bien ouvrir son espace à la jeunesse, donc à travers le FMC, à qui on a donné beaucoup plus de pouvoir par rapport à l'UGC à l'époque, si je ne me trompe pas, l'UGC oui à l'époque. Aujourd'hui, la FMC a beaucoup plus de pouvoir, mais il se passe un vrai problème, c'est que le contenu du transfert générationnel, c'est là où il y a un vrai souci. Quand le président de la République parle du transfert, oui, monsieur le président, on a besoin de ça, on a du respect pour les aînés, on veut travailler on veut travailler en étroite collaboration avec les aînés, mais que représentent ces aînés? Que sont-ils? Comment... Ne sont-ils pas exemplaires, ces aînés?
Très bonne question, Gabriel. L'exemplarité, je le disais tout à l'heure, vous avez aujourd'hui, je vous prends un cas simple, au sein du gouvernement. La loi est claire qu'il faut, à certains niveaux de responsabilité, laisser le Premier ministre et le Président de la République nommer les cadres. Vous avez les ministres qui ont cette même loi sous les yeux, mais qui marchent dessus. Donc, ils décident de marcher dessus. Ils nomment là où le Premier ministre devait nommer. Et même parfois, nommer là où le Président devait nommer. Est-ce que c'est un bon exemple? Non. Vous avez, dans ce même gouvernement, des ministres qui ont été indexés pour détournement, mais qui sont toujours là. Quel est l'exemple? Est-ce que le transfert qui sera fait, c'est nous avons su comment voler, vous pouvez faire autant. Nous avons su s'enrichir en 5 ans, en 10 ans, vous pouvez faire autant. Est-ce que c'est ça ce transfert? Il y a aussi d'autres encore, je n'ai pas envie de citer les noms sur ce plateau, qui brillent carrément par les antivaleurs. C'est cela ce qui caractérise la plupart des cadres. Le président parle de l'irresponsabilité. Donc s'il aujourd'hui il appelle au sens de responsabilité, ça veut dire, permettez-moi l'expression, donc il y a un sens d'irresponsabilité. C'est qu'il a constaté lui-même qu'il y a un sens d'irresponsabilité. Mais auprès de qui? Ce n'est pas auprès du citoyen lambda. Si même le citoyen lambda, sinon le jeune qui est Koulouna, qui casse, qui vole, s'il casse, mais c'est parce qu'à la base, sinon le fondement, on parle des politiques de construction, on parle de la construction d'une politique nationale. C'est des politiques qui permettent de construire le cerveau des citoyens, de construire des vrais citoyens. Les fondements ne sont pas solides. Le problème, c'est ça, c'est l'éducation. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la plupart des aînés qui sont là, depuis pratiquement 20 ans, nous ont montré que dans ce pays, on peut s'enrichir en quelques minutes. On peut s'enrichir en 1 an, en 2 ans. Ils nous ont montré que la vie est plus importante quand vous avez 10 appartements, quand vous avez 10 véhicules, 1000 véhicules pour vous-même. Ils nous ont démontré dans ce pays que pour être un homme de valeur, il faut être ministre, il faut être député, mais par la facilité. Pour être un homme de valeur, dans ce pays, on nous a dit, il faut porter un t-shirt, il faut avoir 10 000. Est-ce que c'est ça les valeurs qu'on doit transmettre aux jeunes? Non. C'est pour cela que vous constaterez que tous ceux qui sortent de l'université Marine Ngouabi, ou même ceux qui ont étudié ailleurs, quand ils rentrent au pays, soit vous restez dans votre galère parce qu'on ne va jamais vous utiliser, on ne tiendra jamais compte de vos compétences parce que les critères de nomination dans les cabinets ne tiennent pas compte de ça. Souvent, c'est le tribalisme, souvent, c'est les accointances. Mais vous avez aussi des jeunes qui sont de l'étranger qui arrivent et qui ne peuvent pas s'intégrer parce que vous ne savez pas comment voler. Ou encore, si vous êtes là, il faut que vous appreniez à voler. C'est pour cela que ce transfert, oui, ça peut se faire, mais pour que le Congo devienne quoi dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ça la question que le porte-parole du PCT doit se poser. Oui, nous sommes déjà prêts à transférer. Nous étions déjà dans le transfert. Nous sommes un parti responsable parce que nous sommes installés dans tous les départements du Congo et que nous formons les jeunes. Mais quel est le contenu que nous transmettons aux jeunes? C'est là où il y a un vrai souci. Le docteur Blanc-Constant Ebarapeya appelle au président à un changement radical, changement systémique. Que faut-il faire exactement? Changer le gouvernement? Non. Changer le gouvernement ne va pas résoudre le problème. Je peux vous rappeler qu'il y a à peu près, donc de 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs gouvernements. Il y a eu à peu près 300 et quelques, sinon moins ou plus, des hommes et des femmes qui se sont défilés dans différents gouvernements. Si ce n'est pas 16 gouvernements, ça va être entre 20 ou 36. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais il y a eu quand même plus d'une dizaine de gouvernements depuis que le président est là, donc depuis 2023. Je laisse un peu cette période après-guerre, juste après-guerre, parce que c'était une période où il fallait tout refaire d'une manière ou d'une autre, relancer l'économie. Mais je prends à partir de 2003. Mais il y a plusieurs hommes. Donc on ne va pas reprocher au chef de l'État de ne pas avoir changé les hommes autour de lui dans ce contexte-là. Mais seulement,
Ce n'est plus la question de l'homme qu'il faut. Je vous prends un exemple rapidement pour conclure. En 2013 ou 2014, le président Ouattara est en visite officielle au Congo. Je suis parmi les journalistes qui accompagnent donc la visite du président Ouattara, donc qui couvre cet événement et sa visite. Donc nous nous retrouvons à Pointe-Noire. Je vous épargne donc les détails. Il quitte Pointe-Noire donc l'après-midi, 14h, 15h. Et donc le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui est encore à Pointe-Noire, devait donc profiter du séjour. Et donc il a décidé d'aller visiter les baies de Luango. Nous qui sommes arrivés donc avant lui, puisqu'il faut qu'on arrive avant le président, les baies de Luango, on a vu les hommes, quelques personnes en train de désherber l'environnement. Dans les murmures, on entendait le président de la République, on va donc l'arrêter ici, il ne va pas arriver là-bas parce que c'est tout fudeur, donc on ne peut pas arriver. Mais lui, quand il arrive, il a décidé, il s'est souvenu, il a décidé d'arriver là où il avait posé la première pierre en 2004. Donc 2004-2013. Il arrive, il se rend compte que cette symbolique, cette pierre est dans les herbes. Il était contrarié, il était dessus, il était très énervé ce jour-là. Et je suis parmi les journalistes qui étaient là. Ce qu'il dit ce jour-là, il dit, vous les journalistes, vous passez votre temps à Brazzaville à écrire sur les feuilles de chou, alors qu'il y a des problèmes, qu'il y a des situations plus importantes que vous pouvez suivre. Donc vous pouvez vraiment approfondir les analyses et tout ce qu'il faut. Il nous dit que c'est en 2004 qu'il posait la première pierre, c'est lui qui dit, avec ma sœur, Mamboué Meniali, à l'époque donc ministre de la Culture, pour faire des baies de Luango, transformer donc les baies de Luango à l'image de l'île de Gorée. Nous sommes en 2003, donc 2004, donc la date, l'année de la pose de la première pierre, jusqu'en 2013, rien n'a été fait. Vous pouvez calculer le nombre d'années. Rien n'a été fait. Il était déçu et très en colère. Nous sommes rentrés à Brazzaville quelques jours. Moi, je vais donc au ministère de la Culture. Et vous pouvez imaginer, vous souvenir qui était ministre à cette époque-là. Donc j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du cabinet et qui quand même me montre un peu le budget de cette année. Il dit oui, ça a été programmé, mais l'argent n'a jamais été décaissé. C'est quand même la parole du chef qui n'a pas été respectée. Il y a eu plusieurs projets comme ça, où en conseil de ministres, je me souviens, l'un des récents conseils de ministres cette année, le 20 mars, où il y a eu pratiquement près de 11 affaires, parmi lesquelles il y avait des mesures d'urgence vis-à-vis de la population sinistrée à gauche et à droite. Il y avait des questions sécuritaires et tout ce qu'il faut. 20 mars, si vous regardez de fond en comble, toutes ces mesures d'urgence n'ont pas été appliquées comme telles. Le problème ici, c'est que ce ne sont pas les hommes. Non, c'est que la justice n'est pas totalement libre ou totalement efficace dans ce pays. Il faut que la justice soit totalement indépendante et libre. Il faut que les gens se réfèrent à la justice, pas à un homme. Et vous avez des gens, surtout la plupart des ministres, qui ne jurent que sur le nom du président, mais qui ne font pas ce que le président leur demande de faire. Et si la justice pouvait frapper tous ces ministres-là, qui prennent l'engagement devant le président de la République et qui ne font pas ce travail-là, si la justice pouvait frapper tous les DG, tous ceux qui ont des postes de responsabilité, du premier citoyen, même au dernier, pour dire que vous n'avez pas respecté la loi, puisque nul n'est au-dessus de la loi, pour dire que vous n'avez pas respecté la loi, il était demandé de ne pas traîner votre brouette devant votre parcelle puisque c'est dans la rue. Il vous avait demandé de ne pas nuire aux autres parce que vous jouez votre musique aux décibels qui détruisent même, qui font entorse à la santé. La loi dit ceci. Je pense que la société serait totalement dans le droit chemin. Il faut donc rétablir la justice et aussi recruter les gens sur la base de leur expérience professionnelle et sur la base de leurs compétences et non plus sur la base des accointances, de l'amitié ou de la fraternité. Nous allons boucler notre échange de ce soir, Fortune Ngolali, avec cette dernière question. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'a cessé de s'adresser à la jeunesse, aussi de les responsabiliser, dit un jeune du PCT. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître ses efforts et cette main tendue à cette jeunesse? Le président de la République a toujours tendu la main aux jeunes.
C'est là où il parle de sens de responsabilité. Et quand on écoute ce qu'il dit, ça veut dire qu'il a besoin de l'appui des jeunes. Et vous avez quels jeunes aujourd'hui? Tous ceux qui sont en politique, ce sont des jeunes qui arrivent pour la plupart sans aucune ambition. Ceux qui sont en PCT arrivent dès le premier jour et rêvent de devenir députés et ministres sans respecter toute la procédure, sinon le processus dans le parti d'un simple membre, d'un simple militant à la tête à un certain niveau de responsabilité. C'est ce gagne-pain facile, c'est cette réussite facile qui caractérise ces jeunes aujourd'hui, qui arrivent en politique sans aucune vision. C'est aussi le fait que les jeunes d'aujourd'hui surfent sur les victoires des aînés, sans pourtant penser à leur propre combat. Oui, les aînés ont balisé le chemin, ils ont balisé le chemin, mais la génération actuelle ou la génération future a d'autres défis. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Quand vous parlerez d'intelligence artificielle à nos aînés qui ont vécu l'indépendance, qui ont aujourd'hui, par exemple, 70 ans ou plus, ce n'est plus leur préoccupation parce qu'ils se disent dans 10 ans, 20 ans, je ne serai plus de ce monde où ce sera la retraite. Donc, c'est des préoccupations de la génération actuelle. Mais on se rend compte que ces jeunes surfent sur les victoires des aînés, puisqu'ils profitent aujourd'hui de rouler dans les mêmes voitures que ces aînés, de rouler dans les mêmes jets, au lieu de réfléchir sur leurs propres défis. Difficile de trouver un jeune politique aujourd'hui qui te parlera des défis actuels. Il va se référer au combat de Denis Sassou Nguesso, il va le louer, c'est très bien de rendre hommage au leader, mais il ne va jamais te parler du futur, parce que le futur, c'est pas dans leur tête. C'est pour cela qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est pour cela qu'il faut qu'ils pensent que, oui, nous pouvons avoir des clans, des parrains, mais il nous faut tendre la main. À d'autres jeunes, oui, c'est une opportunité. L'opportunité, c'est que la jeunesse constitue une force. On ne peut pas être une force et être faible au même moment. Soit on est fort, soit on ne l'est pas. Et donc, cette jeunesse-là doit aujourd'hui prendre conscience que, d'une manière ou d'une autre, avec tous les outils technologiques aujourd'hui, la connaissance est démocratisée, l'information est démocratisée, on a la possibilité de tout avoir pour transformer les choses. C'est par ces mots que nous bouclons notre chant de ce soir. Merci à vous d'avoir suivi les chroniques des Beufen. On se dit à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.